Je suis en train de continuer justement à travailler sur ce dont on va parler, sur l'OM, et de savoir un petit peu comment ça va se passer, s'il y a un attaquant qui va venir, où ça en est un petit peu Eli Wahi aussi, parce que c'est une piste qu'on avait révélée sur RMC, Eli Wahi à Francfort. Et donc ce qu'on me dit, c'est que ça avance plutôt positivement. Il y a quand même de la confiance sur le fait que ce dossier se finalise. Eli Wahi donc à Francfort. Après, vous savez, c'est toujours le jeu des négociations. Du côté de Marcus Röschel, le directeur sportif de Francfort, on essaye de faire un petit peu baisser la note, même s'il vient de récupérer quand même 75 millions d'euros d'Omar Marmouche qui souhaite remplacer. On ne veut pas dilapider tout ça. Du côté de la direction sportive marseillaise, on sait qu'il y a beaucoup d'argent qui vient de rentrer. On veut retomber aussi sur ses pieds par rapport à ce transfert qui avait été de l'ordre de 25 millions d'euros. Donc voilà, il y a des négociations qui sont toujours en cours. Ça va plutôt dans le bon sens, c'est ce qu'on me dit. Et il y a un contrat donc qui attend Eli Wahi, 4 ans et demi à Francfort. Après, pour le remplacer, puisque c'est la question... On est à quelques millions d'euros près, en fait, parce que Francfort, pour l'instant, propose 20, c'est ça, et l'OM en demande au moins 25. Voilà, on est autour de 25 pour céder du côté de l'OM. Donc c'est pour ça que je pense très franchement que ça va se faire, hein, même si on essaye de mettre de la pression. Vous connaissez le jeu médiatique et le jeu des transferts, mais très honnêtement, je pense que ça va aller au bout. Après, il y a la question du remplaçant. On avait évoqué sur RMC là aussi plusieurs pistes, avec notamment Santiago Jiménez qui a brillé en Ligue des Champions avec ce doublé contre le Bayern de Munich. Du côté de Marseille, on me fait savoir que on n'a pas attendu qu'il marque de but pour s'y intéresser. Ça discute déjà depuis plusieurs jours, mais ce qu'on peut vous révéler sur RMC Mercato, c'est que a priori ça se fera pas parce que ça coûte cher. Feyenoord forcément demande maintenant autour de 35 millions d'euros. C'est compliqué, il y a beaucoup de clubs sur le dossier. Il y a le Milan AC notamment. En zone mixte, en flash interview, le joueur disait hier soir a priori qu'il était justement en discussion avec le Milan. Ouais, avec le Milan AC effectivement, qui sont très bien positionné sur ce dossier. Après, on va voir comment ça va se ficeler. Donc, a priori, il ne viendra pas à l'OM Santiago Jiménez. Il y avait d'autres pistes également. Je pense notamment à Bryan Brombé de l'Ajax. Là aussi, on peut vous le révéler aujourd'hui sur RMC Mercato. Il y a très, très peu de chances qu'ils viennent parce que là aussi, l'Ajax demande un montant assez important que l'OM n'est pas disposé à mettre parce qu'il y a tout simplement des doutes aussi sur le profil du joueur. Il est pas très très en forme en ce moment, il n'est pas en confiance, et donc on se pose la question de mettre autant d'argent, on parle de quand même plus de 25 millions d'euros possiblement, sur un joueur qui n'est pas forcément en confiance, qui va coûter cher, et on n'a pas aussi envie de revivre la même chose que Vitinha. Donc Bryan Brombé, a priori, là aussi ça ne se fera pas. Marseille a écumé les pistes avec Mathys Tel, avec Marcus Rashford également, Bryan Brombé donc, Santiago Jiménez. L'idée c'est toujours de remplacer Eli Wahi, mais on me fait savoir que s'il n'y a pas de remplaçant, de joueurs qui puissent venir, qui puissent être performants également à un prix raisonnable, Marseille ne recrutera pas pour recruter cet hiver. Ouais, surtout qu'il n'y a plus qu'une seule compétition à disputer désormais pour l'OM, en l'occurrence la Ligue 1, vu qu'il y a eu cette élimination en Coupe de France. Enzo, toi, depuis les États-Unis, est-ce que tu regardes un petit peu le mercato en France? Qu'est-ce que tu penses de l'échec d'Eli Wahi à l'OM et du fait que l'OM serait prêt à s'en séparer au bout de seulement quelques mois? Je pense que quand même, c'est déjà de 1, c'est un échec qui est relatif. De Zerbi demande des choses très simples à son attaquant. Il demande appui, remise, profondeur. Sauf que sur le papier, c'est très simple, mais dans l'exécution, c'est difficile dans le football moderne. Donc, je pense que Eli Wahi est encore un joueur qui se développe tactiquement et qui a besoin de faire des choses simples pour pouvoir performer. Donc, moi, mon point de vue, il est surtout là-dedans. Il est surtout que l'OM a besoin de recruter un attaquant qui sait vraiment faire appui, remise, profondeur et être dans l'idée de ce que c'est faire tactiquement et techniquement des Zerbi. En gros, il y a peu de profils aujourd'hui dans le football moderne qui se valorisent un peu. On avait en Ligue 1 par exemple Loïs Openda, c'est ce genre de joueurs qui comprennent ce qu'il faut pour apporter de la profondeur dans le jeu de Zerbi. Ok. Et tu as un nom à proposer du coup pour l'OM ou enfin tu travailles pas pour eux mais bon. Non, je pense pas. Je pense pas avoir de nom à proposer comme ça. Justement, c'est le principe d'un mercato, c'est qu'on peut pas lancer des noms comme ça en regardant FIFA ou Football Manager. C'est beaucoup plus profond que ça. C'est des échanges qui sont beaucoup plus profonds que ça. Donc, ça serait à la fois déplacé et peu professionnel de ma part de proposer des noms. Mais voilà, j'ai vu qu'il y avait une petite rubrique tout à l'heure pour chercher le remplaçant d'Eli Wahi sur Wyscout, mais on pourra essayer de se creuser la tête sur comment essayer de le trouver.
La difficulté aussi, pardon Jérôme, sur ce dossier-là du remplaçant, c'est qu'il faut aussi, on l'a remarqué, Marseille, la manière dont ils attaquent et dont ils finissent les actions aussi, on voit qu'il y a Mason Greenwood très souvent à la finition, et il faut aussi recruter quelqu'un qui puisse jouer avec lui, qui puisse le mettre dans les meilleures conditions et vraiment être complémentaire. Il y a aussi cette réflexion, je sais, de la part des dirigeants de l'OM, et on se dit que s'ils ne trouvent pas le bon profil, ils peuvent s'appuyer sur Neil Maupay, parce qu'il n'y a qu'une compétition, comme tu le disais, aussi, Robinho, exactement, qui a montré beaucoup plus de choses d'ailleurs en 45 minutes que d'autres joueurs depuis le début de la saison. Donc entre lui, entre Maupay, entre Jonathan Rowe, il y a aussi la possibilité de finir la saison comme ça, et ensuite avec une qualification en Ligue des Champions, aller chercher un profil beaucoup plus ambitieux. Et là on sait que notamment Pablo Longoria et Mehdi Benassia, ils l'ont montré notamment avec Adrien Rabiot, ils ont cette capacité à convaincre, et si Marseille joue la Ligue des Champions, il faudra vraiment suivre le mercato d'été avec beaucoup d'attention, parce que je pense qu'ils vont envoyer du lourd. On vous attend évidemment sur le chat vos questions. N'hésitez pas à poser vos questions à Fabrice si vous avez des interrogations sur le mercato de votre club, et puis des réflexions également sur ce dont on est en train de parler. Alors Wai va remplacer Omar Marmouche, enfin va remplacer, en tout cas il serait à Francfort, en tout cas pour remplacer numériquement Omar Marmouche, qui lui s'est engagé officiellement à Manchester City ce matin. 70 millions d'euros de transfert, 75, contrat de 4 ans et demi jusqu'en 2029, alors qu'il était arrivé libre de Wolfsburg à l'été 2023. Loïc, on a regardé les stats d'Omar Marmouche. À quoi peuvent s'attendre les supporters des Sky Blues ? Oui, on a, en fait, c'est surtout Opta qui a fait le travail avant nous, qui a défriché le profil de l'attaquant égyptien, et à savoir justement ce qu'allait attendre Manchester City de sa nouvelle recrue, qui a été assez onéreuse. Et quand on parcourt donc l'article, alors c'est en anglais avec un petit clic droit, traduisez, en français ça passera très bien. On voit qu'effectivement Omar Marmouche, il est sur une saison assez exceptionnelle. Si on prend par exemple les 5 grands championnats européens, c'est le joueur impliqué dans le plus de buts derrière Mohamed Salah. Alors c'est marrant de voir 2 Égyptiens quand même à la tête de ce classement. Je pense qu'on nous aurait dit ça il y a 10 ans quand Messi, tu veux dire Ronaldo... qu'ils sont en haut de la pyramide là. Oui, clairement, bien, on aime ça. Donc avec 20 impliqué dans 24 buts, c'est vrai que son début de saison, il est canon à Omar Marmouche. Mais Omar Marmouche, au-delà de ses buts et ses passes D, c'est un joueur qui est très complet, un joueur qui est très bon notamment sur coup de pied arrêté. Comme vous pouvez le voir, il avait marqué sur coup franc direct lors de 3 matchs consécutifs au début de saison. C'est aussi un joueur qui obtient beaucoup de fautes, et un joueur qui porte beaucoup le ballon, et ça, tout ça sont des aspects qui vont bien évidemment plaire à Pep Guardiola, d'autant plus que Manchester City, on l'a vu encore mercredi soir, et traverse une sale période, grosse difficulté, notamment après la défaite contre le Paris Saint-Germain. Donc Omar Marmouche, attaquant complet en termes de profil, effectivement. Donc c'est un joueur qui joue soit devant, soit sur le côté gauche, un peu plus en sélection. Il aime bien, son profil préféré, c'est plutôt numéro 10. Il n'y en a pas vraiment dans le schéma de Guardiola. Alors Opta a justement regardé ça et considère qu'il sera surtout remplaçant de Julián Alvarez, qui n'a pas été remplacé vraiment dans le profil depuis son départ pour l'Atlético de Madrid cet été. On regarde, les stats sont assez similaires entre les deux joueurs, et donc c'est une addition qui va faire du bien à cette équipe de Manchester City, qui tient enfin un remplaçant à Alvarez, et qui devrait donc le seul doute entre guillemets, c'est que City ne joue pas de la même manière que Francfort. Francfort a un jeu beaucoup plus direct que Manchester City, où les passes sont redoublées, qui est un jeu de possession. Donc c'est plus concernant la capacité de Marmouche à s'adapter justement à un nouveau style de jeu. Mais on l'a vu, ses qualités sont nombreuses et diverses, et normalement il devrait représenter un bel atout pour cette équipe de City sur la deuxième partie de saison. Il a réalisé son rêve, Rémi. Omar Marmouche, c'est ce qu'il dit sur le site internet de Man City en première ligue. Mais je voulais surtout revenir sur ce que disait Loïc, c'est-à-dire que faut pas oublier que Kevin De Bruyne est en fin de contrat, donc il peut s'engager là où il veut, là où il souhaite maintenant, qu'il a 33 ans. On l'a vu hier face à Paris, il était quand même assez rouge sur les plans qu'on a pu voir, fatigué, et que Julián Alvarez était le joueur qui remplaçait Kevin De Bruyne lorsqu'il était blessé du côté de Manchester City. Donc en fait, ça doit souffler du côté de la direction de Manchester City, parce qu'ils ont enfin trouvé
trouver un joueur capable de jouer à son poste et surtout aussi de tirer les coups de pied arrêtés comme tu disais, parce qu'il est très performant là-dessus. Et puis oui, évidemment, son rêve c'était de jouer en Première Ligue. Et rappelez aussi qu'il a débarqué à Francfort en juillet 2023. Donc en fait, c'était une correspondance, Francfort, pour lui dans son plan de carrière, parce qu'il va directement en Première Ligue après une saison, une saison et demie en Allemagne. Il était arrivé libre à l'été 2023 en plus à Francfort. Imaginez la plus-value réalisée. Ça, c'est un gros coup pour le club allemand, Enzo. Bon profil aussi, selon toi, pour Man City, Omar Marmouche? Oui, Omar Marmouche, il peut tout faire. Il peut tout faire avec un ballon, c'est clair. Et il va résoudre aussi beaucoup de problèmes qu'on a vus à City. C'est cette capacité à conserver les ballons dans des temps faibles. Ça, en tous les cas, il saura le faire. Donc là-dessus, il peut régler beaucoup de problèmes parce que City était entré dans beaucoup de phases de jeu, dans sa propre caricature de possession, de jeu lent, etc. Là-dessus, ce qu'il apporte en plus en dimension par rapport à Julián Alvarez, c'est cette capacité à obtenir plus de dribbles, à obtenir dans des positions centrales, dans des positions verticales. Et ça, là-dessus, il va apporter plus de choses, il va régler quelques problèmes. Le mercato parisien, Fabrice, avec Randal Kolo Muani à la Juve, ça c'est fait. Oui, d'ailleurs, il va signer aujourd'hui officiellement. Ah, ça y est, donc officiel aujourd'hui, ça veut dire que ça s'est réglé pour l'un des joueurs qui était prêté par le PSG, puisqu'on rappelle que c'est ce qui fait bloquer aussi la sortie de Milan Skriniar pour l'instant. Oui, exactement, parce que en fait, on a le droit à 6 prêts à l'étranger de joueurs de plus de 21 ans. Et le Paris Saint-Germain avait déjà ces 6 prêts-là. Donc ça coinçait pour le prêt de Randal Kolo Muani. Il ne pouvait pas s'engager officiellement, il s'entraînait, il rangeait un petit peu son frein. Et la bonne nouvelle est tombée en début de semaine, elle sera officialisée normalement très très prochainement, c'est que Juan Bernat va résilier son contrat avec le Paris Saint-Germain, il va re-signer avec Villarreal jusqu'à la fin de la saison, donc ce n'est plus un joueur prêté, et donc ça libère une place qui sera prise par Randal Kolo Muani, qui va donc s'engager en prêt payant, il faut le préciser quand même, prêt payant à la Juventus, sans option d'achat. Après, si ça se passe bien, si il engrange, il empile les buts, on peut imaginer que Thiago Motta, qui a tout fait vraiment auprès de l'entourage du joueur et auprès du président du Paris Saint-Germain, on peut imaginer assez aisément qu'il va aussi tout faire pour le conserver sur la durée. Mais effectivement, dans un premier temps, c'est un prêt sec. Skriniar à Fenerbahçe? Fenerbahçe également, on l'a vu hier dans l'avion avec son petit maillot. José Mourinho a réussi à le convaincre. Il y a plusieurs clubs qui étaient sur lui, plusieurs clubs turcs. Il y avait aussi Galatasaray et c'est finalement Fenerbahçe qui a arraché le morceau. Lui aussi va s'engager en prêt payant. Là aussi, c'est la même formule pour Milan Skriniar, mais là aussi, pour être validé, il faut que le Paris Saint-Germain sorte un prêt. A priori, ce sera Sherendur qui était prêté à Beşiktaş chez Sherendur. Là, on ne connaît pas exactement la formule. On se dirige quand même vers un transfert pour lui. Il y a pas mal de clubs italiens qui sont sur lui. On a parlé notamment de la Fiorentina. Pas sûr que ça se fasse là-bas, mais en tout cas, Sherendur, c'est le joueur qui est ciblé pour pouvoir libérer une place en prêt et pour que le prêt justement de Milan Skriniar puisse être validé. Mais comme vous l'avez vu, les clubs turcs qui n'attendent pas pour officialiser, il a déjà le maillot, tout est réglé. Enzo, on a l'impression que c'est un peu une erreur de casting finalement, Milan Skriniar. Toi qui es recruteur, on se dit que comment il a pu signer au PSG alors qu'il n'était pas forcément Luis Enrique compatible? C'est parce qu'il est arrivé justement avant l'entraîneur espagnol? Oui, et d'ailleurs on peut dire la même chose pour Randal Kolo Muani. C'est un souci en fait justement d'adaptabilité quand Luis Campos fait partie du jury pour sélectionner Christophe Galtier. Il y a cette volonté de pouvoir jouer direct, de créer aussi un style de jeu qui va être suffisamment moderne pour pouvoir revendre à l'avenir. Et c'est un peu le problème, c'est qu'on ne peut pas être... les compétences des entraîneurs et ce qu'ils impriment comme style de jeu ne sont pas des compétences interchangeables. Donc, ils modulent aussi les joueurs dans l'animation qu'ils proposent. Donc, c'est ça aussi forcément, c'est que lorsque vous modifiez un staff, un style de jeu, vous modifiez aussi comment vous valorisez les joueurs. Et c'est exactement ce qui se passe pour Skriniar.
Fenerbahçe donc pour Skriniar, Fenerbahçe qui joue face à Lyon ce soir à 18h45. Lyon où l'entraîneur est sous pression. L'entraîneur c'est Pierre Sage. On parle beaucoup de Paulo Fonseca. Alors c'est quoi? C'est un écran de fumée? C'est un vrai coup de pression de John Textor, Fabrice? Non, c'est de toute façon, je pense que depuis le début, John Textor ne s'en cache pas et il l'a répété à notre micro RMC pas plus tard que la semaine dernière. À partir du moment où Pierre Sage a des résultats, il restera en poste. S'il n'a pas, ce qu'on comprend, c'est que s'il n'a pas de résultats, il peut lui montrer la porte. Et en l'occurrence, c'est vrai, il a discuté, il a échangé avec Paulo Fonseca. D'ailleurs, il n'a pas attendu que les résultats de l'OL se délitent pour le faire. Il y a eu des discussions, notamment avec Jorge Mendes qui le conseille, qui conseille Paulo Fonseca. John Textor, ils ont plutôt de bonnes relations. Ils ont fait pas mal de dossiers ensemble. Donc, ils échangeaient sur cette possibilité-là. Et après, il faut voir si Paulo Fonseca sera chaud, parce qu'il a d'autres possibilités aussi. Mais c'est vrai que c'est une piste qui est possible si Pierre Sage est débarqué. C'est pas encore le cas, mais on sait qu'il n'y a pas si longtemps que ça. Par exemple, juste avant le derby, où Lyon était un peu dans une situation un peu délicate, si ça perdait, il pouvait tout à fait lui montrer la porte. Donc, on attend de savoir un petit peu comment Lyon va se démener sur cette semaine avec Fenerbahçe, avec Nantes également ce week-end, pour y voir un petit peu plus clair. Mais c'est sûr que s'il y a 2 défaites, la question va sérieusement se poser et Paulo Fonseca va rentrer dans l'équation. Et après, encore une fois, reste à savoir si lui va accepter Paulo Fonseca de venir à Lyon. On va juste rappeler les stats de Paulo Fonseca en France et notamment du côté de Lille. 90 matchs, 45 victoires, 26 nuls et 19 défaites seulement. Mais surtout une qualification en Europa Conference League la saison dernière et un quart de finale historique contre Aston Villa. C'était la première fois que Lille atteignait ce stade en Coupe d'Europe et une qualification au tour préliminaire de Ligue des Champions. Lyon où un joueur est également, on en parle beaucoup, c'est évidemment Ryan Cherki. Il devait partir l'été dernier. Il a prolongé de son contrat. Est-ce qu'il est susceptible de partir cet hiver, Ryan Cherki, ou est-ce qu'il va finir la saison à l'OL? Moi, ce qu'on me dit, c'est que tant que c'est pas terminé, jusqu'au 3 février, il faudra surveiller la situation de Ryan Cherki. Donc, on va la surveiller avec beaucoup d'attention. Il y a des intérêts, notamment en Allemagne, avec des clubs qui le surveillent. Les Leverkusen, de Xabi Alonso. Il y a le Bayern Munich aussi qui lui porte un intérêt. Il y a le Borussia Dortmund. Il y a d'autres clubs également qui sont là pour Ryan Cherki. On le sait, joueur de talent, qui a un gros potentiel. Il a commencé vraiment cette saison à montrer toute la mesure de ce qu'il peut faire. Et Ryan Cherki, c'est vrai que la question elle se pose d'abord parce que il vous aura pas échappé que les relations avec la direction ont été un petit peu particulières ces dernières semaines, et puis aussi la fuite dans la presse d'une clause d'un gentleman agreement entre lui et sa direction au moment justement où il a prolongé l'été dernier. C'est-à-dire que Ryan Cherki, aujourd'hui, il y a un gentleman agreement qui dit que s'il y a un club qui pose 22,5 millions sur la table, ce club peut récupérer Ryan Cherki. Un talent de cet âge-là, à ce prix-là, ça court pas les rues. Donc, c'est ce qui me fait dire qu'il faudra surveiller jusqu'à la fin. Après, je sais aussi qu'il y a une volonté peut-être de finir la saison. Quand tu dis que si un club met 22,5 millions d'euros sur la table, enfin, Lyon a quand même le droit de dire non, ou ça veut dire que c'est un peu comme une clause libératoire, c'est-à-dire que le club qui met l'argent peut automatiquement récupérer le joueur? Comment ça se passe? Non, il faut que Lyon dise oui. Si Lyon revient sur sa parole, oui, effectivement, Lyon peut dire... c'est pas comme Neymar avec le Barça à l'époque, quand le PSG a réussi à l'arracher. Exactement. Lyon peut dire non, mais très franchement, de ce qu'on m'a dit, il ne serait pas gagnant. Donc il faut voir exactement comment est ficelé le contrat aussi de prolongation de Ryan Cherki. J'ai pas tous les détails et tous les astérix, mais j'ai bien compris quand même que si Lyon dit non, il y a une autre condition qui fait que ça peut être compliqué aussi pour eux. Donc c'est 22 millions d'euros et demi, et a priori... Après, on ne sait pas comment ça peut se négocier, un transfert. Vous savez, parfois, entre les différentes parties, ça peut être un peu plus que 22 millions d'euros et demi. Voilà, on ne sait pas exactement. Mais en tout cas, il y a cette clause, ce gentleman agreement qui existe, et ça laisse vraiment la possibilité à Ryan Cherki d'aller cet hiver ou même l'été prochain dans un autre club. Enzo, ce serait cadeau à ce prix-là, non, Ryan Cherki à 22 millions d'euros? C'est quand même des sous, mais c'est sûr que forcément le prix de Cherki est en fonction d'un contexte qui est vraiment trop particulier. Il y a trop d'éléments qui font que aujourd'hui la cote de Cherki dans le marché des transferts est anormale. Et donc ce qu'il faut se dire aussi, c'est que Cherki est pour des raisons qui ne sont pas forcément justifiées d'ailleurs,
un joueur qui traîne beaucoup de bruit, et dans les clubs ça joue beaucoup, et donc c'est aussi un élément qui fait que voilà, la cote est anormale. Mais bon, Cherki, c'est un joueur qui n'est pas forcément que un joueur beau à jouer. C'est un joueur qui dans les chiffres, dans les datas, est un joueur qui dans les 30 derniers mètres effectue le plus de différence en Europe. Et donc c'est forcément un joueur qui n'est pas que un joueur beau, c'est un joueur qui crée beaucoup de différences, et ça, là-dessus, beaucoup de clubs vont vouloir miser dessus. On le voit beaucoup, ça, sur les datas, Enzo, ce dont tu nous parles, sur sa capacité à faire des différences, Ryan Cherki? Ah oui, il est dans tous les meilleurs centiles européens de passes clés, donc de passes qui amènent une occasion de but. Il est dans tous les centiles européens d'occasions créées. C'est vraiment un joueur qui fait les différences, qui crée les différences par tous les moyens, par le dribble, par la passe, par le tir. Et puis voilà, c'est agréable de voir des joueurs qui sont à la fois beaux et qui sont à la fois concrets. Et Cherki, c'est exactement ça. Vous continuez à nous poser des questions sur le chat. On fera une petite liste pour Fabrice dans un instant. Un transfert en revanche qui est déjà réalisé, c'est donc Lens qui est un nouveau gardien. L'international australien Matthew Ryan. On va voir d'ailleurs la petite vidéo très sympa que le Racing Club de Lens a sorti. Non mais c'est vrai que les clubs travaillent bien au niveau de la com pour tout ce qui est transfert et tout. Surtout Lens, il y avait aussi Reims à l'époque qui avait toujours beaucoup d'imagination. Et là, c'est vrai que. Personne derrière. C'est pour ça que c'est ça. C'était évidemment son nom m'échappe. Benjamin Parot, qui était derrière la communication de Reims, et qui est aujourd'hui maintenant un des directeurs adjoints au RC Lens. Voilà, donc la petite parodie de Il faut sauver le soldat Ryan. Donc Matthew Ryan qui signe donc comme gardien pour venir concurrencer Hervé Kofi. Sympa la petite vidéo du RC Lens. Ça vaut quoi comme gardien, Loïc, Matthew Ryan? On a eu l'occasion de le commenter à l'époque où on suivait la Première Ligue, évidemment, quand il était à Brighton, mais depuis, on l'a un peu perdu de vue. Ouais, il aura peut-être besoin d'être sauvé, justement, Matthew Ryan, parce qu'on a... En fait, déjà, le profil interpelle un petit peu. Donc, effectivement, ils l'ont vendu, que ce soit Lens ou la presse, comme un gardien d'expérience. Et c'est vrai, c'est un gardien qui a 32 ans, qui a plus de 400 matchs au haut niveau. C'est un gardien qui a accumulé les clubs, quand on regarde, il a à peu près 15 ans de carrière, Lens est son 11e club, mais sur ces 11 clubs, en fait, il y en a 3 dans lesquels il a vraiment été titulaire. Il y a Bruges, c'est le club qu'il a révélé notamment en Europe, Brighton, comme tu disais, Jérôme, en Première Ligue, on avait eu l'occasion de le commenter à l'époque, et AZ Alkmaar, donc, pour lequel il a joué les 2 dernières saisons. Bon, après, il y a des noms ronflants aussi sur le CV, Arsenal, Valence, la Roma, on le sait, mais ce sont des clubs pour lesquels il n'a pas joué Matthew Ryan. Donc c'est vrai qu'on le connaît aussi parce que c'est le gardien de l'équipe d'Australie. On a pu le voir notamment lors de 3 Coupes du Monde. Mais c'est vrai que son arrivée, elle pose question. On sait que le premier choix, c'était Paolo Lopez, que ça ne s'est pas fait. On sait aussi qu'il y a Hervé Kofi, le gardien burkinabé, donc, qui est à Lens, mais qui avait été recruté par l'ancienne direction. Donc il n'y a pas vraiment la cote sur la nouvelle direction. Donc voilà Matthew Ryan. Donc on a voulu regarder un petit peu en chiffres, notamment au-delà de l'expérience de ce gardien. Alors c'est vrai qu'on dit aussi souvent que c'est un joueur qui a un bon jeu au pied, mais bon, pour un gardien, le principal, c'est quand même d'avoir un bon jeu de main, on est d'accord. Et on a regardé du coup lors de sa période à Brighton, entre 2017 et 2021, parmi les gardiens de Première Ligue, on voit qu'il fait partie du flop 5, si on fait le différentiel entre les buts qu'il a encaissés et les XG subis, c'est-à-dire entre la qualité des occasions qu'il a subies et les buts qu'il a encaissés, il fait partie des pires gardiens sur cette période, du flop 5, en compagnie donc de Rui Patricio, Lossel, l'ancien Guingampais, Begovic, Kepa, qui avait été notamment en grande difficulté à l'époque quand il était gardien de Chelsea, et Matt Ryan, donc moins 15, c'est-à-dire qu'il a encaissé 15 buts de plus que laissé suggérer ses expected goals subis. C'est énorme, même si sur la période il y a plus d'une centaine de matchs, et j'avoue que ça suscite quand même pas mal de doutes pour moi sur le profil recruté, d'autant qu'en plus il a signé que pour 6 mois. Donc c'est pas vraiment non plus une marque de confiance, d'autant qu'il sera en concurrence, encore une fois, avec Hervé Kofi. Donc ouais, gros doute sur l'arrivée de Matt Ryan. Cette stat, Enzo Djebali, est-ce qu'elle, c'est une stat que vous regardez, vous, les recruteurs, ce différentiel entre les XG subis et arrêtés par les gardiens? Est-ce que c'est quelque chose que vous regardez attentivement est-ce que tu regardes ça, toi, quand tu scoutes un gardien, par exemple?
Après avoir observé les gardiens. Mais oui, la différence que j'ai subie, c'est une des bases aujourd'hui. Pour moi, la statistique la plus intéressante, c'est ce qu'on appelle les post-shots. La différence entre les buts et les post-shots expected, ça veut dire quand le ballon arrive sur la ligne par rapport au tir, combien de chances d'arrêt ça donne. Et tu fais la différence entre ça et le ratio de but réel. C'est une stat qui est beaucoup plus précise. On va essayer de la trouver. Non, c'est celle qui a été utilisée, sauf que moi je la vulgarise parce que déjà XG subi c'est compliqué pour le Kidam à comprendre, mais je rejoins tout à fait Enzo sur la précision qu'il apporte. Ouais, non, c'est pour ça que je l'ai précisé, mais oui, effectivement, c'est un gardien qui a eu du mal qui sort mal sur les situations un peu proches, mais effectivement, qui a un bon jeu au pied, etc. Donc c'est un gardien qui est néanmoins très intéressant, qui a beaucoup d'expérience, ça a été dit sur le plateau. Moi, je trouve ça dommage, surtout sur les matchs, sur les prestations de Kofi, je trouve ça dommage de ne pas lui laisser la chance, surtout que ça donnait vraiment l'occasion de valoriser encore plus l'effectif sur les forces qui étaient présentes. Mais bon, j'imagine qu'il y a plusieurs choix pour pouvoir essayer d'accrocher une place européenne, amener de l'expérience à ce groupe. Et Mathieu Ryan, vraiment, il en a beaucoup, il a un bon état d'esprit. Donc là-dessus, je pense que c'est surtout ça que Lens a essayé d'apporter à son groupe. Vos questions sur le chat, il y a une question, ça tombe bien avec la couleur de ton pull, Fabrice, parce qu'on a un supporter de l'AS Saint-Etienne, Jérémy Kick. Où ça en est du mercato de la SSE, car il y a beaucoup de dossiers, mais j'ai l'impression qu'aucun n'aboutisse. On rappelle que Saint-Etienne était notamment essayé de faire revenir Ivan Cardona, c'est ça ? Ouais, effectivement, ils ont essayé de faire revenir Ivan Cardona. Alors, c'est pas évident pour la SSE parce qu'ils font face à de nombreux refus. Moi, il y a un dossier que je suis aussi actuellement, celui de Noé Le Breton, milieu de terrain canet, exactement, quand qui est en difficulté aussi. Je crois savoir que c'est un petit peu compliqué parce qu'en fait, lui aimerait quand même rejoindre l'AS Saint-Etienne, jouer possiblement en Ligue 1, même s'ils descendent la saison prochaine, mais au moins dans un très gros club, très grosse machine. Quand on veut le garder sur cette deuxième moitié de saison, ils sont en difficulté, ils ont besoin de lui, donc je sais qu'il y a des négociations en cours, mais pour l'instant la position de Caen, c'est une position de fermeté en disant il ne partira pas. Et puis dans le sens des départs aussi côté Saint-Etienne, il y a un dossier sur lequel je travaille. Alors pour l'instant c'est compliqué parce que je peux pas trop en parler, mais j'invite notre ami à suivre de près RMC. Il y a quelque chose qui devrait tomber cette semaine. Bon, c'est peut-être d'un point de vue d'un attaquant, donc on verra ça. Du côté des Stéphanois, des news du mercato au hack, nous demande Brian. Le hack, ça discute avec Fodé Ballo-Touré du Milan AC. Il y a des négociations qui sont assez avancées. Fodé Ballo-Touré qui a résilié son contrat avec le Milan AC. Donc ça sent plutôt bon. Ça sent plutôt bon autour d'un contrat a priori de 5 mois avec le hack et plus si affinité évidemment à la fin de la saison. Mais ce sera un beau coup parce qu'il y a quand même pas mal de clubs sur Fodé Ballo-Touré. Ouais, puis surtout parce que le Havre a cédé Christopher Opéry. Exactement. En Turquie, donc il lui faut un remplaçant. Ouais, exactement. Ça devrait être normalement, sauf retournement de situation, Fodé Ballo-Touré. On avait Eric Roy la semaine dernière dans RMC Mercato qui nous disait que Brest cherchait un arrière-gauche puisqu'il y a beaucoup d'absents. On sait que la liste des blessés est importante. Il nous parlait d'une petite surprise. Est-ce que la surprise, je la connais pas. Je sais que ça cherche. Je sais que c'est pas évident sur ce mercato-là parce qu'en plus il faut faire avec les contraintes budgétaires. Ils n'ont pas d'argent, c'est ça. Exactement, c'est toute la difficulté en fait de ce mercato. On a vu à l'étranger ou même dans certains clubs en France, un club, le Paris Saint-Germain, qui est capable de débourser 70 millions d'euros. C'est pas le cas pour Brest. Donc c'est vrai que ça cherche. Moi, j'ai pas de pistes comme ça qui me viennent à l'esprit. Il y a forcément une shortlist connaissant un petit peu comment ça travaille, mais en tout cas rien d'abouti. Est-ce que le PSG va prendre un axial droit ? Alors, c'est une très bonne question. Défenseur central axial droit. C'est une très bonne question parce que au début du mercato, on nous avait dit axial droit, un offensif, donc c'est Kvaratskhelia qui est arrivé et plus si jamais il y a des opportunités, pourquoi pas. Voilà, c'est ce qu'on nous avait dit. On semble un petit peu freiné, même si ça veut pas dire que personne va venir, mais on semble un petit peu freiné ces dernières heures en disant finalement le groupe est bien comme ça. Il y a beaucoup de défenseurs axiaux. On voit Lucas Hernandez hier
hier soir, qui est seulement un entrant, qui est pas titulaire, là où on parle. La et défense... qui a déjà joué axe droit plusieurs fois depuis qu'il est arrivé à Paris. Et exactement, donc on se dit, entre évidemment les titulaires actuels, Pacho, Marquinhos, derrière Lucas Hernandez, il y a Beraldo, il y a Presnel Kimpembe aussi, même si ça fait un moment qu'il n'a pas joué, ça fait beaucoup de monde et on se demande si c'est vraiment opportun de venir recruter quelqu'un. Et Axel tape effectivement qu'il faudra, lui aussi, il faudra se poser la question de la signature de son premier contrat pro parce que c'est toujours pas le cas et je crois pas qu'il y ait des discussions en cours. Ça fait surtout beaucoup de gauchers et pas beaucoup de droitiers parce que si Marquinhos se pète... C'était ça en fait l'idée au départ, c'était d'amener un axial droit qui puisse remplacer, suppléer Marquinhos. Dans l'idée, il voulait plutôt un jeune joueur qui dans la durée peut grandir aux côtés de Marquinhos et récupérer son héritage. Voilà, quand Marquinhos part, récupérer son poste. C'est un petit peu ça dans l'idée, avec le départ de Marquinhos en prêt. Il faut voir ce qui va se passer. Je pense que s'il y a une bonne opportunité, Paris va sauter dessus, mais vraiment une très bonne opportunité, mais ils ne recruteront pas pour recruter. Ça tombe de partout. Freefly nous demande concernant le TFC, le Toulouse Football Club. TFC, j'ai rien entendu dernièrement. Il faut avoir de la data en fait pour le TFC, vu que c'est comme ça qu'il bosse. Et j'ai Alexis, sinon des infos sur le mercato nantais. Mercato nantais. Je sais que alors mercato nantais c'est un peu particulier parce qu'il y a pas mal notamment devant de joueurs qui sont sollicités. Je pense notamment à Moses Simon. Pour l'instant, l'idée c'est vraiment de garder ceux qui sont là et éventuellement de se renforcer. Il faudra suivre Castelletto en défense centrale, voir s'il ne bouge pas jusqu'à la fin de la saison. Je sais que lui aussi il a quelques touches par-ci par-là, mais il n'y a pas de gros mouvements attendus, en tout cas pas imminents à l'heure où on se parle. Merci beaucoup Fabrice d'être passé dans RMC Mercato. Évidemment, on suit toutes les infos sur le site rmcsport.fr. Il va se passer encore plein de choses. Le téléphone va chauffer, bien sûr. Merci Fabrice. On te libère